I'm happy in a pair of khakis and a sweater, so I don't need fancy clothes. I don't need fancy food. Do you have an iPad? I do not have an iPad. iPhone? No. Dans un monde où une immense fortune mène souvent à une vie de luxe incomparable, quelques rares milliardaires ont choisi une voie totalement différente, celle d'une simplicité remarquable. Mais qu'est-ce qui pousse ces géants de l'industrie à renoncer aux privilèges que leur immense fortune pourrait leur offrir et à vivre comme s'ils possédaient si peu? Préparez-vous à être surpris, car nous allons découvrir la vie étonnante de ces milliardaires qui ont choisi de vivre modestement. Numéro 10. Warren Buffett. Lorsque l'on pense à l'oracle d'Omaha, le nom de Warren Buffett vient immédiatement à l'esprit. Faisant partie des personnes les plus riches au monde, sa fortune est estimée à la somme vertigineuse de 120 milliards de dollars. Pourtant, ce qui distingue véritablement Buffett de l'image traditionnelle des ultra-riches, c'est son mode de vie discret et sa préférence pour les souvenirs précieux plutôt que pour les démonstrations extravagantes de richesse. Malgré son immense réussite financière, ce célèbre investisseur et homme d'affaires vit toujours dans la même maison modeste qu'il a achetée il y a plus de 50 ans. Sa décision d'y rester témoigne de son attachement à la simplicité et de sa volonté de rester fidèle aux valeurs personnelles qui comptent le plus pour lui, plutôt que de céder aux tentations d'une vie luxueuse. Les habitudes de voyage de Buffett sont tout aussi modestes. Bien qu'il dirige Berkshire Hathaway, qui possède l'une des plus grandes compagnies de jets privés au monde, il choisit régulièrement de voyager en classe économique. Un tel choix est presque inimaginable pour quelqu'un disposant d'une telle fortune, mais il illustre parfaitement son principe: éviter les dépenses extravagantes et inutiles. Si sa préférence pour la classe économique témoigne de sa frugalité, sa véritable priorité reste la philanthropie. Malgré l'immense fortune qu'il a accumulée au fil des années, il s'est engagé à donner la majorité de son patrimoine à des œuvres caritatives, notamment à travers des initiatives comme le Giving Pledge. Buffett est également connu pour encourager d'autres milliardaires à donner une part importante de leur fortune afin de contribuer à résoudre de grands problèmes de société. Ces actions caritatives soutiennent principalement des initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la lutte contre la pauvreté et d'autres enjeux sociaux majeurs. L'engagement philanthropique de Warren Buffett correspond à sa conviction selon laquelle les personnes les plus riches ont le devoir de contribuer de manière significative à l'amélioration de la société. Cette vision fait de lui un milliardaire qui ne se contente pas d'éviter le luxe excessif, mais qui cherche aussi activement à utiliser ses ressources pour le bien commun. Son influence va d'ailleurs bien au-delà de ses contributions financières, puisque son engagement en faveur de pratiques commerciales éthiques et de la transparence lui a permis de bâtir un héritage qui dépasse largement ses impressionnantes réussites financières. Dans un monde où richesse rime souvent avec excès, Warren Buffett apparaît comme un véritable modèle d'humilité, nous rappelant que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à l'influence positive que nous laissons derrière nous. Alors, quels autres milliardaires ont décidé de regarder au-delà de leur immense fortune et de vivre comme s'ils étaient pauvres? Continuez à regarder pour le découvrir. Numéro 9. David Cheriton. David Cheriton, professeur à Stanford dont la fortune est estimée à 12,25 milliards de dollars, est bien loin du milliardaire classique. Malgré son immense fortune, Cheriton prend clairement ses distances avec le train de vie luxueux souvent associé à la richesse et affiche même une véritable aversion pour les démonstrations ostentatoires. Il a notamment exprimé son malaise face à certains choix extravagants, comme la construction de maisons comportant un nombre démesuré de salles de bain, qu'il considère tout simplement comme inutiles et excessives. À l'opposé de l'image traditionnelle des ultra-riches, David Cheriton a choisi une vie placée sous le signe de la modestie et de la simplicité. L'un des exemples les plus frappants est sa décision de se couper lui-même les cheveux, une tâche que la plupart des personnes disposant d'une telle fortune confieraient probablement à un coiffeur professionnel. Cette façon de prendre lui-même soin de son apparence permet à Cheriton de s'éloigner du luxe généralement associé aux milliardaires. Son goût pour la simplicité se reflète également dans son logement, puisqu'il vit dans la même maison depuis 1981. Cet attachement de longue date à son domicile témoigne de sa préférence pour la stabilité et de son absence d'intérêt pour l'achat régulier de propriétés toujours plus extravagantes, une tendance pourtant courante chez les plus fortunés. Cette fidélité à sa maison souligne sa conviction que la familiarité et l'essentiel comptent davantage que le luxe. Et dans un monde où les voitures de prestige sont souvent considérées comme des symboles de réussite, Cheriton se démarque aussi en conduisant une Volkswagen datant de 1986.
Vieille de plusieurs décennies mais toujours fiable, cette voiture illustre son rejet volontaire des véhicules tape à l'œil et constamment renouvelés, généralement associés à la richesse. Son choix de conserver une voiture modeste correspond parfaitement à sa philosophie générale: éviter toute extravagance inutile. En revanche, lorsqu'il s'agit d'utiliser sa fortune pour le bien commun, Sheraton est loin d'être aussi économe. Ses actions philanthropiques témoignent de sa volonté de rendre à la société une partie de ce qu'il a reçu. Sheraton a notamment fait un don important de 25 millions de dollars à l'école d'informatique de l'université de Waterloo, qui a ensuite été rebaptisée David R. Sheraton School of Computer Science. Il a également versé 2 millions de dollars à l'université de Colombie-Britannique afin de soutenir la Carl Wieman Science Education Initiative. Plus récemment, Sheraton a donné 7,5 millions de dollars afin de créer une nouvelle chaire universitaire consacrée à l'informatique et de développer un cursus axé sur la pensée computationnelle. Ces contributions généreuses témoignent de son engagement en faveur de l'éducation et des institutions qui favorisent la transmission du savoir, plutôt que de dépenser son argent dans des démonstrations excessives de richesse. David Sheraton mène véritablement une vie placée sous le signe de l'impact. Le prochain milliardaire est connu pour être extrêmement économe. Mais de qui peut-il bien s'agir? Découvrons-le. Numéro 8. Azim Premji. Azim Premji, souvent surnommé le Bill Gates indien, est particulièrement connu pour son mode de vie très économe. Premji pousse la modestie encore plus loin, au point de surveiller attentivement la consommation de papier toilette dans les locaux de son entreprise. Une habitude qui lui a valu la réputation d'être particulièrement radin. Imaginez être connu comme le patron qui surveille jusqu'aux détails les plus insignifiants des habitudes de ses employés. Mais avec une fortune dépassant les 11 milliards de dollars, on peut peut-être lui accorder ce genre d'excentricité. Premji a gagné son surnom de Bill Gates indien grâce à sa réussite spectaculaire. Il a transformé une petite entreprise familiale produisant de l'huile végétale en un géant technologique, Wipro Limited. À l'image de Gates, Premji a fait preuve d'un leadership exceptionnel dans le secteur technologique, allant même jusqu'à fabriquer des ordinateurs comparables à ceux d'International Business Machine. Pourtant, malgré son immense fortune, Premji mène une vie caractérisée par l'humilité, ce qui le distingue de nombreux autres milliardaires. Et sa surveillance du papier toilette n'est pas le seul exemple. Premji est également connu pour insister auprès de ses employés afin qu'ils éteignent les lumières lorsqu'ils quittent les locaux en fin de journée, illustrant son souci méticuleux d'éviter le moindre gaspillage. Un comportement typique d'un milliardaire qui accorde de l'importance au moindre centime, même lorsqu'il ne s'agit que de quelques heures d'électricité. Et cette frugalité ne se limite pas à son entreprise, puisqu'elle s'étend également à sa vie personnelle. Bien qu'il ait largement les moyens de s'offrir n'importe quelle voiture de luxe, Premji a conduit une vieille Ford pendant des années, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber définitivement en panne. Lorsqu'il a dû la remplacer, il a choisi une Toyota Corolla, un modèle difficilement considéré comme un symbole de luxe. Près de 10 ans plus tard, lorsque sa Corolla a elle aussi dû être remplacée, Premji est resté fidèle à ses habitudes modestes. Au lieu d'acheter une voiture neuve, il a racheté à l'un de ses employés une ancienne Mercedes classe E, restant ainsi fidèle à son mode de vie économe. Mais quel autre milliardaire partage la même philosophie de vie que Premji? Continuez à regarder pour le découvrir. Numéro 7. Theo et Karl Albrecht. Aldi est souvent considéré comme l'équivalent européen de Walmart, et ses fondateurs, Theo et Karl Albrecht, ont accumulé une fortune de plus de 38 milliards de dollars. Issus d'un milieu modeste, avec une mère commerçante et un père mineur, les frères Albrecht ont été profondément marqués par leurs premières expériences, qui ont façonné aussi bien leur empire commercial que leur vie personnelle, jusque dans leurs dernières années. Mais leur jeunesse n'est pas la seule chose qui les a influencés. Theo Albrecht a vécu une terrible épreuve lorsqu'il a été enlevé et retenu en captivité pendant 17 jours. Durant cette période, Karl a négocié une rançon de 2 millions de dollars. Heureusement, les ravisseurs ont été arrêtés, même si seulement la moitié de la rançon a pu être récupérée. Étonnamment, Karl a considéré cette somme comme une dépense professionnelle, illustrant parfaitement l'approche pragmatique des deux frères, même face aux crises les plus personnelles. Après cet événement, les Albrecht ont choisi de vivre dans une discrétion presque totale. La maison de Karl, très loin d'être ostentatoire, était une simple habitation en forme de A sur 4 niveaux, avec une petite terrasse et une antenne satellite sur le toit.
Sa modestie se retrouvait également dans ses déplacements, puisqu'il continuait à conduire une Volkswagen datant des années 1980. Theo, de son côté, était devenu extrêmement méfiant après son enlèvement. Il se rendait au travail dans un véhicule blindé et changeait constamment d'itinéraire pour assurer sa sécurité. Les deux frères fuyaient tellement les projecteurs que les interviews et les photographies d'eux sont extrêmement rares. Theo, légèrement plus connu que son frère, avait également des habitudes inhabituelles, comme utiliser ses crayons jusqu'à ce qu'ils soient presque entièrement usés et porter des costumes bon marché et mal ajustés, privilégiant toujours l'aspect pratique aux vêtements de créateur. Son sens de l'économie s'étendait même à ses repas, puisqu'il choisissait souvent des plats simples à base de pommes de terre. L'obsession de Theo pour les économies s'est particulièrement illustrée lors de la conception d'un nouveau magasin aux Pays-Bas. Même s'il appréciait le projet, il critiqua l'utilisation d'un papier trop épais pour les plans et suggéra simplement d'utiliser du papier plus fin afin d'économiser de l'argent. Leur attachement personnel à la simplicité se reflétait directement dans le fonctionnement d'Aldi. Connue pour son approche sans superflu, l'entreprise repose sur un modèle centré sur l'efficacité et la réduction des coûts. Les expériences vécues par les deux frères durant leur jeunesse ont profondément contribué au succès d'Aldi, permettant à l'entreprise de proposer des produits de qualité à bas prix tout en évitant l'extravagance généralement associée aux milliardaires. Que pensez-vous de la manière dont Theo et Karl abordaient les affaires et la vie? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 6. Wang Guangyu. Passons maintenant à Wang Guangyu, un nom qui symbolisait autrefois l'immense richesse en Chine, mais dont la vie est pourtant remplie de contradictions. Ancien président du groupe GOM, le plus grand distributeur d'électronique grand public de Chine, Wang a autrefois été désigné comme l'homme le plus riche du pays, avec un véritable empire de magasins d'électronique répartis à travers tout le territoire. Pourtant, derrière cette fortune de plusieurs milliards de dollars, se cachait un homme étonnamment modeste, profondément opposé à toute forme d'extravagance. Malgré une fortune dépassant les 6 milliards de dollars, Wang ne vivait pas dans un immense manoir et ne passait pas son temps à bord de yachts privés. Il habitait plutôt dans un appartement modeste à Pékin avec sa femme et ses deux filles, adoptant un mode de vie davantage comparable à celui d'un comptable consciencieux qu'à celui d'un riche magnat. Les médias le comparaient même souvent à un vieux paysan, soulignant son rejet de la mode du golf, alors très populaire en Chine, ainsi que son absence de loisirs extravagants. Mais la frugalité de Wang ne relevait pas seulement d'une préférence personnelle. Durant son enfance, il avait travaillé dans les rizières et ramassé de la ferraille pour survivre, ce qui lui avait inculqué un profond sens de l'économie. Il finit même par abandonner l'école, une expérience qui renforça encore davantage son rapport prudent à l'argent. Dans un pays où la relation à la richesse reste complexe et où l'idéologie communiste demeure très présente, la modestie de Wang avait également un intérêt stratégique. En Chine, afficher ouvertement sa richesse peut être risqué, car une partie de la population considère souvent les plus fortunés avec méfiance, les accusant parfois d'être des escrocs ou des parasites impliqués dans l'évasion fiscale et des pratiques commerciales douteuses. Cependant, en 2010, Wang Guangyu a été arrêté pour manipulation du marché boursier. Il a alors été condamné à 14 ans de prison. Pourtant, même derrière les barreaux, il continuait d'exercer une influence considérable. Un exemple particulièrement frappant fut sa capacité à augmenter sa participation dans GOM afin de renforcer son contrôle sur l'entreprise, jusqu'à atteindre 55,3%. Alors que sa libération approchait en 2020, GOM, qui traversait une période difficile, connut un regain inattendu grâce à plusieurs injections de liquidités survenues au même moment. Un signe montrant que son influence dans le monde des affaires était toujours bien présente. Notre prochain milliardaire, qui vit comme s'il était pauvre, affirme que ce choix est directement influencé par ses convictions religieuses. Mais qui est-il et de quelle croyance s'agit-il? Restez avec nous pour le découvrir. Numéro 5, David Green. David Green, fondateur et PDG de Hobby Lobby, n'est pas seulement un homme d'affaires prospère, c'est également un chrétien évangélique profondément croyant qui a consacré sa vie et sa fortune à sa foi. Son aventure entrepreneuriale débute en 1970, avec un modeste prêt de 600 $ lui permettant de fabriquer des cadres dans son garage. Depuis, Green a vu sa fortune atteindre 1,46 milliard de dollars.
Ses débuts dans le monde des affaires passent par la fabrication et la vente de cadres miniatures, en partenariat avec Larry Picot sous le nom de Greco Products. Après avoir racheté les parts de Picot, Green développe son activité en employant des personnes atteintes de paralysie cérébrale dans une petite usine, qu'il rémunère 10 centimes par cadre. En août 1972, l'entreprise se réoriente vers les arts créatifs et les loisirs manuels, ce qui conduit à l'ouverture du premier magasin Hobby Lobby, un espace d'environ 28 mètres carrés situé au nord-ouest d'Oklahoma City. La profonde foi de Green influence considérablement ses choix de vie. Il ne se considère pas comme le véritable propriétaire de sa fortune, mais plutôt comme le gestionnaire de l'argent de Dieu. Cette conviction explique aussi bien son mode de vie économe que l'importance de ses dons caritatifs. Contrairement à de nombreux milliardaires, Green fuit le luxe, préférant voyager en classe économique, conduire une vieille voiture et vivre dans une maison modeste. Il n'a également jamais hésité à défendre ses convictions religieuses, allant jusqu'à s'opposer au gouvernement américain concernant une disposition de l'Obamacare qui obligeait les employeurs à fournir une couverture pour la contraception. Selon lui, cette obligation allait à l'encontre de ses croyances religieuses. David Green compte parmi les plus importants donateurs individuels au monde en faveur de causes évangéliques, ayant versé plus de 500 millions de dollars à différents ministères religieux, missions et associations caritatives. Sa passion pour les objets bibliques et l'étude de la Bible l'a également conduit à fonder le Musée de la Bible à Washington, dans le district de Columbia, un projet qu'il a financé à hauteur de 500 millions de dollars. Créée en 2010 par la famille Green, l'organisation à but non lucratif Museum of the Bible possède le musée, qui a ouvert ses portes le 17 novembre 2017. Il abrite une collection permanente de 1150 objets, auxquels viennent s'ajouter 2000 pièces prêtées par d'autres institutions et collections. La frugalité de Green reflète directement sa foi et ses valeurs, et il encourage les autres à adopter une approche similaire de la vie. Malgré son immense fortune, il vit comme une personne ordinaire et utilise son argent pour poursuivre sa vision et accomplir ce qu'il considère comme sa mission. David Green est à la fois un entrepreneur accompli, un chrétien profondément croyant et un généreux philanthrope qui incarne les principes auxquels il est attaché. Notre prochain milliardaire voit la vie sous un angle différent, en privilégiant toujours l'aspect pratique au luxe. Numéro 4. Carlos Slim. Carlos Slim, magnat des affaires à l'échelle mondiale, a bâti un immense empire présent dans de nombreux secteurs, le tout depuis ses origines à Mexico. Désigné par Forbes comme l'homme le plus riche du monde entre 2010 et 2013, Slim a repris l'héritage familial avant de le transformer en un gigantesque conglomérat, Grupo Carso. Ce géant opère notamment dans les télécommunications, l'exploitation minière, la construction, l'immobilier et la finance. Parmi ces entreprises les plus importantes figure Telmex, un fournisseur d'accès à Internet qui domine le marché mexicain des télécommunications, contrôlant 80% des lignes fixes et 90% des services téléphoniques. Il possède également Grupo Sanborns, un puissant groupe de distribution qui exploite des grands magasins, des restaurants et des cafés dans tout le Mexique. Mais l'influence de Slim ne s'arrête pas aux frontières mexicaines. Ses activités s'étendent à l'international grâce à des investissements dans des entreprises comme América Móvil, le 7e plus grand opérateur de téléphonie mobile au monde, mais aussi Saks Fifth Avenue et le New York Times, dont il est le principal actionnaire individuel. Ces investissements internationaux ont renforcé sa réputation de dirigeant visionnaire et influent. Malgré une fortune estimée à 101,6 milliards de dollars, Slim mène une vie simple et modeste. Tout comme Warren Buffett, il adopte un mode de vie économe et privilégie l'aspect pratique au luxe. Il ne vit pas dans une demeure extravagante et évite même d'utiliser des ordinateurs pour son travail, préférant conserver ses données financières dans des carnets remplis à la main. Depuis la mort de sa femme en 1999, Slim accorde une grande importance aux moments passés avec ses enfants et ses petits-enfants. Contrairement à de nombreux milliardaires, il conduit lui-même sa voiture, sans chauffeur ni garde du corps, malgré les problèmes de sécurité auxquels son pays est confronté. Si le style de Slim est peut-être plus sophistiqué que celui de Mark Zuckerberg, il ne dépense pas des fortunes en vêtements de créateurs et préfère porter des habits provenant des chaînes de magasins qu'il possède lui-même. À 83 ans, Slim possède également un goût prononcé pour l'art, la culture et la philanthropie. Même s'il n'a pas adhéré au Giving Pledge,
L'initiative lancée par Bill Gates et Warren Buffett, qui encourage les plus grandes fortunes à donner au moins la moitié de leur patrimoine à des œuvres caritatives, Slim s'est montré particulièrement généreux. En 2011, il avait déjà versé 4 milliards de dollars, soit environ 5% de sa fortune, à la fondation Carlos Slim. Slim croit profondément à l'importance de la philanthropie, mais contrairement à Gates et Buffett, il ne s'est pas engagé à donner plus de la moitié de son patrimoine. Il a d'ailleurs conseillé aux jeunes entrepreneurs de garder à l'esprit que les hommes d'affaires ont non seulement la responsabilité de donner, mais aussi de participer activement à la résolution des problèmes de société. En reconnaissance de sa générosité, Forbes l'a inclus en 2019 dans sa liste des philanthropes les plus généreux au monde, en dehors des États-Unis. Au Mexique, Slim a créé plusieurs fondations caritatives. Parmi elles, la fondation Telmex organise la Copa Telmex, un tournoi sportif amateur reconnu par le Guinness World Records en 2007 et 2008 comme le plus grand tournoi de ce type au monde en nombre de participants. Notre prochain milliardaire a refusé de tomber dans la démesure, même pour son propre mariage. Mais pourquoi ? Découvrons-le. Numéro 3. Terry Gou. Terry Gou, milliardaire, entrepreneur et homme politique taïwanais, est le fondateur, ancien président et ancien PDG de Foxconn. Foxconn joue un rôle majeur dans l'industrie technologique mondiale et s'est imposé comme le plus grand fabricant sous contrat de produits électroniques au monde. Quant au fondateur de cette entreprise à succès, Terry Gou a toujours affiché une attitude favorable aux intérêts économiques de la Chine continentale, aussi bien au cours de sa carrière politique que dans le monde des affaires. Cela lui a valu d'être qualifié de vieil ami du dirigeant chinois, tandis que les médias internationaux ont établi des parallèles entre son parcours d'homme d'affaires et son statut d'outsider en politique. Certains l'ont ainsi comparé à l'ancien président américain Donald Trump. Mais au-delà de ses activités commerciales et politiques, Terry Gou est également un milliardaire qui assume pleinement un mode de vie économe. Par exemple, avant d'épouser sa seconde femme, Gou s'est engagé à donner 90% de sa fortune à des œuvres caritatives. Cet extraordinaire geste de générosité a suscité l'admiration, et sa femme aurait signé l'accord sans la moindre hésitation. Pourtant, les événements qui ont suivi leur mariage à Taipei ont provoqué une certaine déception, notamment en raison des dépenses relativement modestes consacrées à la cérémonie. Avec l'immense fortune de Gou, estimée à environ 7,1 milliards de dollars, beaucoup s'attendaient à une célébration grandiose. Pourtant, le milliardaire n'a consacré qu'environ 600 000 dollars à son mariage. Une somme qui a suscité des réactions contrastées, surtout lorsqu'elle a été comparée au mariage extravagant de l'ancienne petite amie de Gou, qui s'est mariée, par coïncidence, le même week-end. Elle aurait dépensé environ 6,5 millions de dollars pour sa cérémonie. L'énorme différence entre les budgets des deux mariages est rapidement devenue un sujet de discussion et de critique. Un éditorial du Taipei Times a même exprimé sa déception face à ce qui était perçu comme l'avarice de Gou. Tout en reconnaissant l'importance de son engagement philanthropique, l'éditorial regrettait que les choix de Gou concernant son mariage ne correspondent pas au niveau de grandeur que beaucoup attendaient de lui. Cette différence de dépenses, particulièrement frappante pour un événement aussi médiatisé, a renforcé l'image d'un Gou particulièrement économe, voire radin, comme le suggérait la critique publiée dans cet éditorial. Notre prochaine milliardaire préfère consacrer l'essentiel de sa fortune à des œuvres caritatives plutôt qu'à son propre confort. Numéro 2. Christy Walton. Christy Walton, veuve de John Thomas Walton, l'un des fils de Sam Walton, fondateur de Walmart, a hérité d'une importante participation dans le géant de la distribution après la disparition tragique de son mari dans un accident d'avion en 2005. Malgré une fortune estimée à 11,6 milliards de dollars, Christy Walton est connue pour mener une vie discrète et modeste à Jackson, dans le Wyoming. Elle accorde très peu d'interviews, apparaît rarement en public et en tant que chrétienne engagée, soutient de nombreuses causes religieuses et éducatives. Christy a également tenu à offrir à son fils une éducation simple et ancrée dans la réalité, en l'élevant dans une maison victorienne du 19e siècle en Californie. Après la disparition de son mari, elle a cependant choisi de faire don de cette maison à une oméga caritative et vit désormais à Jackson, dans le Wyoming. Parmi ses contributions les plus remarquées figure son soutien au Lincoln Project, un super PAC anti-Trump qui a produit des publicités pour l'élection de 2020. Elle a également financé l'adaptation cinématographique du célèbre roman d'apprentissage Bless Me, Ultima.
Considérée comme l'une des principales femmes philanthropes au regard de la part de sa fortune consacrée aux œuvres caritatives, Christy Walton a donné plusieurs milliards de dollars à différentes causes, notamment celles consacrées à l'éducation des enfants et à la protection de l'environnement. L'organisation caritative de sa famille, la Walton Family Charitable Support Foundation, bénéficie également de ses contributions. Cette fondation se concentre principalement sur l'éducation et soutient des établissements comme le Sam Walton College of Business de l'Université de l'Arkansas, ainsi que d'autres universités et fondations communautaires. En 2007, la fondation a fait don d'environ 1,6 milliard de dollars. Christy est également activement engagée auprès de plusieurs organisations à but non lucratif, notamment la Philanthropy Roundtable. Elle soutient aussi des institutions comme le Musée d'histoire naturelle de San Diego, dont elle est membre du conseil d'administration, ainsi que la Société zoologique de San Diego et le Mingei International Museum. Alors, quel milliardaire occupe la première place de cette liste en vivant comme s'il était pauvre, quelle que soit l'ampleur de sa fortune? Restez avec nous pour le découvrir. Numéro 1. David Tepper. Toutes les personnes disposant d'une immense fortune ne choisissent pas forcément de mener une vie luxueuse. Prenez David Tepper par exemple. Malgré une fortune de 20 milliards de dollars, Tepper reste particulièrement discret. Il possède 2 équipes sportives, les Carolina Panthers, qu'il a achetées pour la somme record de 2,3 milliards de dollars, et le Charlotte Football Club, qui lui a coûté 325 millions de dollars. Pourtant, malgré son immense richesse, Tepper n'a pas décidé de changer de maison après être devenu milliardaire. Il vit toujours dans la maison à 2 étages qu'il avait achetée avec sa femme en 1990, située dans une banlieue ordinaire du New Jersey. Ses 3 enfants ont fréquenté l'école publique plutôt que de coûteux établissements privés, ce qui reflète parfaitement la mentalité économe de Tepper. Contrairement à de nombreuses personnes fortunées qui possèdent plusieurs résidences secondaires, Tepper est resté fidèle à sa maison du New Jersey et n'a jamais acheté de propriété pour ses vacances. Cette réticence à dépenser de manière extravagante pourrait trouver son origine dans ses premières expériences en matière d'investissement. Lorsqu'il s'est lancé pour la première fois dans ce domaine, son père lui avait offert des participations dans 2 entreprises de Pennsylvanie, qui ont toutes les 2 fini par faire faillite. Ces échecs lui ont probablement appris l'importance de gérer son argent avec prudence. Interrogé sur sa confiance en lui, Tepper a expliqué qu'il n'avait jamais eu peur de retourner à ses racines à Pittsburgh et de travailler dans les aciéries, illustrant parfaitement son rapport très terre-à-terre à la richesse. Et voilà qui conclut notre classement des milliardaires qui vivent comme s'ils étaient pauvres. Ces milliardaires nous rappellent parfaitement ce célèbre dicton « L'argent fait du bruit, mais la véritable richesse reste discrète ». Alors, que pensez-vous de ces milliardaires qui aiment vivre comme s'ils étaient pauvres? Leur façon d'aborder la vie mérite-t-elle d'être suivie? Feriez-vous la même chose si vous atteigniez un jour leur niveau de richesse? Partagez votre avis dans les commentaires.